Les troubles du comportement alimentaire sont des troubles psychiques graves, caractérisés par une alimentation anormale, des comportements visant à un contrôle excessif du poids et une déformation de l'image corporelle. Des attitudes ambivalentes à l'égard du corps, une faible estime de soi et la mise en place d'un régime amaigrissant classique sont souvent à l'origine de la mise en place des troubles, ainsi que de leur maintien dans un véritable cercle vicieux guidé par un désir de contrôle qui devient obsessionnel. Ces troubles impactent à la fois le bien-être mental et la santé physique, mais également le fonctionnement social, et ils peuvent entraîner de lourdes conséquences sur tous ces plans lorsqu'ils ne sont pas pris en charge. Les plus connus sont l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie, dont l'image d'Épinal est pourtant un mille-lieues de la diversité des situations vécues par les personnes qui en souffrent, et qui représenteraient environ 10% de la population, et majoritairement des femmes. Je reçois aujourd'hui Coralie, une jeune femme de 28 ans, qui souffre de troubles du comportement alimentaire de type anorexique, avec des crises de boulimie intermittentes. Elle revient avec nous sur son parcours. Vous écoutez Les Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. Bonne écoute. Bonjour Coralie. Bonjour Mickaël. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cette émission sur les troubles du comportement alimentaire et plus particulièrement sur l'anorexie. Alors ma première question, très concrètement, ce sera avec tes propres mots, est-ce que tu pourrais nous décrire ce que c'est l'anorexie ? Pour moi et comment je l'ai vécu, c'est la première chose qui me vient en tête, c'est de dire que c'est une maladie de l'égoïsme. Pourquoi ? Parce que plus on avance dans ce genre de troubles et plus rien va être compté autour de nous, sauf le problème sur lequel on est focalisé, à savoir la nourriture et le poids. Et jusqu'à en fait oublier tout ce qui existe autour de nous, tout ce qui est nos amis, la famille. C'est un retrait en fait sur nous-mêmes. Et c'est vraiment faire du mal aux autres en se faisant du mal. D'accord. Si tu devais associer l'anorexie à un seul mot, ce serait quoi ? C'est catastrophique. Comment est-ce que tu définirais aujourd'hui ton rapport à toi, à ton corps ? Quand je suis sortie un peu de tout ça, parce que, pour moi, et ce qui a été vrai, c'est que c'est quelque chose avec lequel on va vivre toute notre vie. C'est un truc qu'on ne pourra jamais oublier. Et aujourd'hui, j'ai encore du mal à renouer avec mon corps et à l'aimer. Autant que ce soit dans ma vie personnelle que dans mes débuts professionnels, ça a été assez dur de s'intégrer et de paraître presque normal par rapport aux autres, à mes collègues. Et d'un point de vue vraiment personnel, ça devient difficile quand on veut lier une relation avec quelqu'un. J'ai quelqu'un en qui j'ai confiance, mais il y a des moments où ça revient. Et c'est revenu il n'y a pas si longtemps que ça, avec le contexte sanitaire qui nous a fait en fait nous retrouver chez nous, sans plus aucune activité. Et ça, au début, ça a été assez dur. Au fil des années, est-ce que tu as changé de regard sur tes troubles ? Par rapport à l'évolution de mon trouble, en fait, c'est pas... L'anorexie, je la vois toujours de la même manière et je vois comment elle peut attaquer les gens. Et il faut se dire que moi, j'ai découvert que c'était une maladie qui était mentale. Et c'est un trouble, en fait... c'est pas tellement lui qui va évoluer, c'est la personne qui va devoir définir où elle veut aller. Et c'est pas une chose facile à faire, surtout quand on est dedans, on n'a aucun recul sur la situation. On ne voit pas des corps qui changent, qui deviennent minces, décharnés, et certains complètement osseux, en fait. Et en fait, tu vas te prendre une claque à un moment ou un autre. Pour moi, en tout cas, elle peut venir de ta famille.
J'ai une sœur jumelle qui a joué beaucoup son rôle dans l'aide, dans mon aide, parce que j'avais un reflet au final qui était plus identique. Ma sœur qui me ressemblait toujours aujourd'hui, il y a quelques années, j'étais complètement différente d'elle et c'était ma première claque, la première claque que j'ai prise. C'est quand je l'ai vue me regarder, s'inquiéter et dire que c'était pas normal. Et avec le temps, j'ai aussi rencontré quelqu'un qui m'a donné aussi envie de plus de sortir de ce cercle vicieux et de me dire en fait non, c'est peut-être pas la vie que tu as envie de vivre, le fait de toujours être dans le contrôle, parce qu'en fait, il y a une énorme part de contrôle dans l'anorexie. C'est la seule chose qu'on peut contrôler aujourd'hui, c'est nous, notre corps, nos mots. Et au bout d'un moment, en fait, quand tu veux tout contrôler, tu perds le contrôle et t'exploses, quoi. Donc aujourd'hui, je dirais que j'ai évolué en me disant, moi, que j'ai plus envie de retourner dans ces genres de contrôles extrêmes qui font du mal, en fait, qui me font du mal à moi et en fait aux autres. Et si j'étais restée là-dedans, j'aurais jamais pu construire une relation avec quelqu'un, ni même renouer des liens, en fait, avec ma famille. Dans l'anorexie, il y a un concept central, celui du contrôle, notamment le contrôle de l'apparence corporelle et celui du poids. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment cette obsession du contrôle s'est installée chez toi? C'est parce que j'ai été suivie psychologiquement que je suis capable de pouvoir mettre un peu des mots et un ordre sur ce qui m'est arrivé. Et en fait, les premiers symptômes sont apparus quand je suis partie vivre seule pour la première fois à l'étranger, en Italie. Et je mangeais et je vivais normalement, sauf que je sais pas pour quelle raison, entre guillemets, j'ai perdu beaucoup de poids. Je suis revenue en France avec presque 10 kilos en moins, alors que je me souviens vivre comme une adolescente qui profitait des apéros, de pizza, de glace, sans avoir un contrôle sur quoi que ce soit que je mangeais. Mais en rentrant, en fait, il a fallu que je passe mon master. Ça a été une phase assez stressante parce que j'ai eu du mal à trouver un sujet sur lequel travailler. Ça se passait pas bien avec mes professeurs, j'avais une mauvaise entente. Et donc, je suis rentrée d'Italie dans cette pression de diplôme et en même temps avec ce poids en moi qui m'avait changé. Les gens regardaient, voyaient que j'avais perdu du poids, me trouvaient bien. Même moi, je me sentais beaucoup mieux et j'avais un sentiment assez étrange de sécurité. Je dirais qu'en fait, tout a commencé ici. J'ai eu un côté qui était très stressant à l'école. Un autre aussi, une pression familiale assez importante qui a eu sa part, en fait, en mon histoire. Et cette perte de poids, dans l'autre sens, qui, au contraire, m'a donné un sentiment de sécurité, m'a donné l'impression que j'allais bien ou que j'étais mieux qu'avant. Et petit à petit, l'idée m'est venue d'essayer de perdre encore un peu de poids ou surtout de ne pas en prendre. Et comment ça se passe dans ma tête, c'est que pour pas que j'en prenne, il faut mieux que j'en perde. Comme ça, j'ai toujours une marge de sécurité. Et là, ça s'instaure petit à petit. Et il y a des comportements qui se mettent en place. J'allais courir extrêmement souvent, pour pas dire tous les jours, le matin, à jeun. Je calculais exactement ce qui allait être mangé dans la journée. Et dès que je pouvais courir au lieu de marcher, je me mettais à courir. Il fallait que je transpire et que je me dépense. Et petit à petit, ça s'est initié pendant des mois. Et les mois sont devenus des années. Il n'y a donc pas eu de début brutal, mais une installation progressive et insidieuse d'un cercle vicieux qui s'inscrivait dans un contexte assez complexe au final. C'est exactement ça, en fait. C'est que... Et puis même moi, je suis allée voir un médecin parce qu'à un moment, ça commençait à pas aller dans mon corps. En fait, j'étais faible, je me sentais mal. Il y a des jours où j'ai dû rater les cours parce que je pouvais pas trop me lever.
Et même lui, quand il m'a regardé, il m'a parlé d'anorexie, je l'ai regardé en disant vous êtes pas bien, une anorexique, elle est au bord du gouffre, elle est maigre, elle a la peau sur les os, moi je suis pas comme ça. Et en fait, bah c'est là où j'ai compris que l'anorexie, elle est pas forcément que dans le physique. Et moi j'ai eu cette chance en fait de pouvoir être tirée à temps de là, parce que j'aurais pu, je pense, aller plus loin dans mes troubles alimentaires et aller plus loin dans la perte de poids. Et ça a commencé à devenir dangereux et j'ai eu la chance de pouvoir entendre et sortir de là avant d'être encore plus engouffrée là-dedans. Mais c'est vrai que ça s'est fait petit à petit, quoi. J'ai vraiment pas senti le truc venir et je pensais juste à la sécurité, au contrôle et voilà. Tu as décidé de consulter un médecin combien de temps après le début de tes symptômes? Je pense qu'il a fallu quand même peut-être pas loin d'un an parce que j'ai commencé à avoir des problèmes au niveau de mes règles. Ça me fonctionnait plus correctement et au niveau de mes humeurs aussi, j'étais devenue très agressive avec les gens enfin notamment ma famille. Et je suis pas allée le voir en fait pour un problème d'alimentation. Je suis allée le voir juste parce que dans mon corps, j'avais l'impression qu'il y avait des problèmes et j'avais de l'acidité dans l'estomac. Et j'ai appris que l'acidité dans l'estomac, c'était dû au fait de jamais rien manger. Et il y a même une fois, il est venu à la maison et je me souviens encore que il m'avait demandé si j'avais mangé et il m'a dit ton haleine me dit que tu mens. Je sais très bien ce qui se passe et du coup il m'a suivi un petit temps en fait là-dessus de loin, mais c'est lui qui m'a orientée après peut-être à se dire qu'il fallait consulter quelqu'un, mais je l'ai pas écouté tout de suite. Et après cette consultation avec ce médecin, durant laquelle le diagnostic d'anorexie a été posé, il a fallu combien de temps pour que tu admettes que tu avais besoin d'un accompagnement psychologique? En fait, c'est pas tellement le médecin qui a eu de l'impact sur le fait que j'étais une anorexique. C'était plutôt ma sœur et le fait de voir à quel point je perdais du poids et surtout à une... je sais pas exactement dans quel ordre ça s'est passé, mais à une certaine époque, Laetitia, donc ma sœur, m'a demandé de regarder un film sur Netflix qui s'appelle To the Bone et qui parle d'une fille anorexique. Et en fait, cette fille dans le film, à part, certes, elle est assez mince, mais tous les comportements qu'elle avait par rapport à son corps, j'avais exactement les mêmes. Et c'est là aussi où je me suis dit que j'avais peut-être un problème. Il m'a fallu encore, je sais pas, quelques mois, mais presque sur un an, en fait, de comprendre vraiment tout ça et aussi de voir parce que j'ai perdu, entre guillemets, j'ai perdu des gens autour de moi. Je me suis fermée à des amis qui pouvaient plus supporter ça. J'ai eu du mal à rencontrer des gens parce que ça ne m'intéressait plus et tout ça dans la tête, c'est difficile. Enfin, c'est assez difficile de prendre du recul sur sa propre situation. C'est une sorte d'autodestruction. Il y a une petite étincelle en fait qui s'éteint. On n'a plus envie de rire, on n'a plus envie de sourire. Et puis ça, tout s'accompagne. Les dents, les cheveux, la peau. Enfin, plus rien rayonne dans le corps, quoi. Tu parles beaucoup du corps, de son image. Ce qui est intéressant dans ta situation, c'est que tu as une sœur jumelle à qui tu ressemblais beaucoup étant plus jeune, puis de moins en moins au fur et à mesure que tes troubles s'installaient. Est-ce que le fait d'avoir une sorte d'image miroir à laquelle te comparer t'a aidé dans la prise de conscience du trouble? Bah, ouais, ça m'a aidé, mais encore une fois, ça a mis beaucoup de temps parce que, en plus, c'était au moment où elle était partie de la maison. Elle était partie de la maison familiale, je me suis retrouvée qu'avec ma mère. Donc je l'avais plus en face tous les jours et elle non plus. Et du coup, elle voyait pas forcément tous les jours ce qui se passait ou même si régulièrement je l'appelais parce que en fait, je me suis un
un peu déverser sur elle quand ça allait pas et quand j'avais besoin de pleurer ou de me plaindre ou enfin des sentiments très négatifs. En fait, je me servais d'elle pour essayer de me soulager un peu. Une fois, on était allé faire les boutiques et pour acheter des sous-vêtements. Je regarde la vendeuse, je lui donne mes tailles. Ça, c'était, je sais pas, peut-être un an après que les troubles se sont à peu près mis en place. Et donc, j'avais eu le temps d'avoir perdu encore un peu de poids. Et en fait, je lui dis, bah écoutez, j'ai besoin d'un bonnet D. Et puis, en culotte, vous me prendrez du 38. La vendeuse, en fait, elle m'a regardée, elle m'a dit, je suis pas sûre que ce soit votre taille. Peut-être qu'il vous faut du 36, voire du 34. Puis je l'ai regardée avec des grands yeux. Je dis, bah, je connais ma taille de sous-vêtements, ma taille de culotte, en fait. Et c'est là où c'est pareil. Elle m'a apporté les sous-vêtements. C'était le 34 qui taillait juste. Et en fait, j'avais toujours pas remarqué jusqu'à ce moment-là que je flottais dans mes culottes. Et en fait, je sais pas ce qui se passe à ce niveau-là. Je pourrais pas l'expliquer. On voit pas le corps comme il est, en fait. Et même encore aujourd'hui, il y a certaines zones que je vampirise et que je vois pas comme la réalité. Et c'est vrai que d'avoir une sœur jumelle où je me suis dit, OK, on commence à plus faire la même taille, on commence à être assez différentes, des choses qui nous séparent beaucoup physiquement. C'est à ce moment-là ouais, que j'ai pu remarquer qu'il y avait des problèmes, mais c'est pas pour autant que j'avais envie de reprendre en fait les formes que j'avais avant. Ce que j'entends, c'est que ton désir n'était pas nécessairement de mincir, mais surtout de ne pas reprendre de poids. Notamment parce que cette nouvelle corpulence plus fine était valorisée socialement. Est-ce que tu te rappelles comment tu te sentais dans ton corps avant ta perte de poids en Italie ? Bah, juste avant de partir, je savais que j'avais des formes, mais que c'était, si on peut dire qu'il y a une norme, parce que je déteste quand même ce mot-là, mais on va dire que j'étais, en tout cas d'après les médecins et les courbes, j'étais pas non plus en surpoids. J'ai toujours eu depuis l'enfance un manque de confiance en moi. Quand j'étais jeune, j'ai eu des problèmes de surcharge pondérale. C'est le mot que le médecin m'a donné à l'époque parce que je faisais de l'asthme et qu'il fallait absolument perdre du poids. Donc en fait, je pense que même le traumatisme du poids, en fait, il s'inscrit vraiment là. Sauf que pendant toute ma première partie d'adolescence, j'en ai pas subi les conséquences. Quand tu étais enfant, un médecin t'a qualifié comme étant en surcharge pondérale. Comment est-ce que tu as vécu cette situation ? On sait aussi que les enfants peuvent être assez cruels. Comment as-tu vécu ce surpoids dans le milieu scolaire et aussi au final dans ton milieu familial ? C'est terrible. Les enfants sont plus cruels que les adultes, en fait. Parce qu'ils ont pas de filtre, ils savent pas ce qui est bien ou pas bien à dire. Et quand j'ai eu cette prise de poids, pour le coup, ma mère a toujours été bienveillante en fait avec moi. D'ailleurs, elle me laissait manger ce que je voulais, sous conseil d'un médecin un peu particulier d'ailleurs. C'est une phase un peu noire de l'histoire. C'est que j'étais assez jeune, j'avais une dizaine d'années, même un peu moins quand j'ai eu ces problèmes de poids. Et je me souviens pas exactement, on avait un médecin de famille à l'époque et il avait dit à ma mère de me laisser manger ce que j'avais envie. Et que pour les problèmes de poids, je crois c'était du genre, vous verrez plus tard, quand elle va grandir. Donc, en fait, quand j'étais plus jeune, le soir, qu'est-ce qu'un gamin il a envie de manger ? Du pain, du beurre, du chocolat, boire du coca, en fait, que des sucreries. Donc, j'avais un peu un accès, en fait, à des choses qui n'étaient pas très, très bonnes pour moi, sous les conseils d'un médecin. À l'école, ça a été... Bon, j'étais la risée. Déjà, les cours de sport, je pouvais pas les suivre parce que j'étais essoufflée au bout de 5 minutes. Les gens savaient très bien que je pouvais pas rentrer dans une équipe parce que j'avais pas de cardio, j'avais pas d'endurance. Je me souviens pas avoir été isolée. C'est vrai qu'il y a certains moments, ma sœur était pas forcément avec moi tout le temps. Et il y a eu des moments de solitude. Je me souviens que je dessinais beaucoup quand j'étais petite. Je dessinais beaucoup mes peurs et mes
et mes tristesses en fait sur papier. Et je me suis dessiné des bonhommes un peu gros, un peu. Alors je sais pas si c'était pour évacuer, mais on n'a pas le droit d'être dans la société dans laquelle on est. On n'a pas le droit d'être gros, on n'a pas le droit d'avoir des défauts sur le corps. Et je pense que ça a marqué mon enfance. Si on essaye un peu de réécrire l'histoire, est-ce que tu penses que si tu n'avais pas connu cette période de surpoids étant enfant, tes troubles du comportement alimentaire ne seraient peut-être pas apparus ultérieurement? Ou est-ce que tu identifies d'autres facteurs qui ont pu contribuer à leur émergence? J'ai vécu quelque chose déjà qui a marqué en fait, qui m'a marqué profondément par rapport au poids. Donc j'ai déjà eu affaire à ce genre de contrôle et de retour, de regard en fait envers que les autres ont envers nous, envers toi. C'est quelque chose en fait qui te, quand t'es petit, qui t'aide à te construire. Donc forcément ça m'a accompagnée tout au long de mon adolescence aussi. Donc ça été un facteur, mais il aurait pu être minime parce que ça s'est pas déclenché tout de suite. Quand j'ai grandi, j'étais pas obsédée par l'idée d'être mince ou de regarder les top modèles. Enfin, j'étais toujours un peu complexée, mais c'est des complexes que toutes les femmes peuvent avoir aujourd'hui. Un autre facteur qui peut se poser, que j'ai découvert du coup avec ma psy, c'était que l'anorexie me permettait d'éviter les problèmes familiaux. Je pouvais me cacher derrière ça pour éviter d'avoir affaire aux problèmes que je subissais quotidiennement ou à la pression familiale que j'avais. C'est-à-dire que j'entendais ma mère souvent pleurer ou se plaindre. Et du coup, en fait, plus j'allais mal et plus on oubliait ces problèmes de famille. Donc, quelque part, le lien entre ma sœur, ma mère et moi se resserrait. Et c'est quelque chose que j'évitais. Et en fait, dès qu'il y avait une crise ou une colère, c'est moi qui commençais aussi à piquer une colère, à piquer une crise, devenir agressive. Et du coup, ça calmait les esprits. C'est quelque chose qui a joué beaucoup aussi sur les troubles alimentaires. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme parce que j'ai pris du recul sur toute la situation et je me laisse plus envahir par les sentiments que je ressentais vis-à-vis des liens entre mes parents, en fait. Ce qui revient souvent chez les personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire, c'est le poids des émotions et notamment d'un problème de gestion efficace de ces dernières. Plus jeune, pour te détendre, tu nous dis que tu dessinais beaucoup et que cette activité avait un véritable pouvoir de catharsis sur toi. Est-ce que tu as maintenu cette activité ou est-ce que tu as peut-être trouvé d'autres activités qui te permettent de décompresser aujourd'hui? Disons qu'en sortant de ces troubles-là, je me suis mis à faire du sport. Et il est vrai qu'on a tendance au début à faire énormément de cardio. Et j'ai appris à mes dépens que ça pouvait être encore plus dangereux pour moi. Mais je me suis dit que ça pouvait être une source de bien-être. Il faut juste pas en faire une obsession comme je l'ai fait au début. Mais le sport, c'est quelque chose qui me permet de me défouler, de me calmer, mais seulement s'il est fait dans le bon usage. C'est-à-dire qu'au début, j'allais au sport pour ne pas grossir. Je faisais du cardio, je pouvais faire 1 heure d'escalier sans m'arrêter et me sentir bien après parce que j'avais encore ce sentiment de contrôle. Aujourd'hui, parfois encore, je le vois un peu comme ça. Mais ouais, le sport, c'est quelque chose qui m'aide un peu à décompresser. Et aujourd'hui, je dessine plus, mais j'écris beaucoup. J'écris dans des carnets, sur mon téléphone, dans des notes, pour essayer justement de sortir les mots de ma tête et de voir aussi si ça vaut la peine de les dire parce que surtout dans ma vie personnelle, je dis beaucoup de choses, je dis tout ce que je pense, j'ai peu de filtres et parfois c'est un vrai problème. Dans ces troubles, il y a souvent une grande part de déni. Tu as évoqué le cas de ce médecin qui s'est rendu compte que tu lui avais menti sur ton alimentation. Concrètement, à quoi ressemblait une journée type de repas lorsque tu étais au cœur de tes phases d'anorexie? Bizarrement, le seul aliment que je pouvais manger, c'était de l'avocat.
alors que c'est très gras, hein, mais c'est le seul aliment que je considérais, on va dire, un peu fort et que j'acceptais de manger. Donc, on va dire, dans une journée, ça va être une moitié d'avocat. Et même l'eau, en fait, même l'eau, on n'ose pas la boire parce que l'eau, ça se voit sur une balance. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis, et que j'ai pu voir à plusieurs reprises chez d'autres personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire, c'est ce refus de boire de l'eau. Pour la simple raison que boire de l'eau, ça fait augmenter le poids sur la balance. Alors qu'au final, tout le monde sait que l'eau, ça ne fait pas grossir, mais simplement gonfler artificiellement et temporairement un chiffre ponctuel sur un instrument de mesure qui est la balance. Quel est ton regard aujourd'hui sur cette privation d'eau, un liquide essentiel à la vie, et qui peut avoir de lourdes conséquences? Mais aujourd'hui, je me demande en fait comment je faisais pour me passer de ça, pour me priver de ça. Je pense que quand on est dedans, il y a une force, une volonté en fait à toute épreuve pour réussir à contrôler ça. Et bien sûr que c'est dangereux en fait. J'ai pas de photos parce que je me laissais pas prendre en photo non plus. J'avais envie de moins en moins voir mon reflet. Un miroir, c'était déjà trop de passer devant. Mais oui, aujourd'hui, je me rends compte que c'était complètement, enfin presque fou en fait de me priver de tout ça. Et surtout, j'ai conscience aujourd'hui que je détruisais mon corps. Malgré ça, c'est quelque chose encore que le chiffre sur la balance, c'est quelque chose encore que j'ai du mal à oublier. On n'a finalement pas encore vraiment abordé la question du poids, qui pourtant est un des points centraux sur lesquels se focalisent généralement les troubles du comportement alimentaire. Quel est ton rapport actuel avec ce chiffre? Est-ce que tu te pèses encore régulièrement? Trop souvent au goût de mon compagnon. À quelle fréquence environ? J'ai du mal à ne pas le faire une fois par jour. Mais il y a du progrès parce que déjà le week-end, j'évite un petit peu. J'essaye de pas trop faire attention à ça et de me faire plaisir et j'y arrive. En semaine, c'est un peu plus strict parce que cette peur à la sortie du week-end revient toujours un peu. Mais j'essaye d'écouter la personne qui vit avec moi. J'essaye vraiment de l'écouter et de faire le maximum. Mais il y a quand même une grande différence parce qu'avant, dans les pires moments, je pouvais me peser 10 ou 15 fois par jour. Tu dis que tu parviens désormais à t'accorder des repas plaisir durant les fins de semaine. Comment est-ce que ça s'est mis en place? Est-ce que ça a été difficile? Et finalement, mets-nous un peu l'eau à la bouche et dis-nous par exemple ce que tu aimes manger le week-end pour te faire plaisir. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué, enfin que j'ai pas du tout évoqué, mais dans les phases d'anorexie, il y a toujours une phase derrière boulimie, c'est des maladies qui sont liées et quand on se prive énormément, après il y a un moment où on craque et on mange tout ce qui nous passe sous la main, des choses qui vont pas du tout ensemble. Je dis ça parce que aujourd'hui, je considère pas que mes week-ends sont semblables à ça, mais j'arrive un peu j'arrive à lâcher la bride parce que je me dis que j'ai envie de profiter de la vie et la vie, elle passe par le lien avec les gens et le premier lien qu'on peut avoir avec quelqu'un, c'est de partager quelque chose. Et souvent, c'est soit quelque chose à boire ou à manger. Et je me suis rendu compte qu'au début de ma relation avec la personne que j'ai actuellement, ça fait 2 ans et demi. Si j'avais pas ce lien avec lui, je savais que je pouvais pas avoir de relation tout court avec lui. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que je lui en ai parlé directement de ce que j'avais subi, de ce que ça pouvait produire. Et petit à petit, en fait, j'ai appris à me voir autrement à travers les yeux de quelqu'un qui était complètement neutre à cette histoire. Et ça m'a fait tout doucement lâcher la bride. Petit à petit, aujourd'hui, ça va être un restaurant, ça va être un goûter avec des cookies ou de la glace.
sans forcément penser à ce que j'avale. Par contre, voilà, il y a toujours quand même ce côté en début de semaine où de me dire, voilà, fais attention quand même. On entrevoit quand même encore là un résidu de contrôle et de culpabilité suite à ces repas plaisir que tu essayes en quelque sorte de rattraper en mangeant plus léger le reste de la semaine. Je le vois pas comme une culpabilité, mais je me dis toujours que qu'il faut pas que j'aille dans les excès. Et en voulant pas aller dans l'excès, justement, je peux retomber un peu dans certains travers. J'ai appris aussi que l'anorexie, on pouvait comparer ça à des troubles du comportement tel un alcoolique, c'est-à-dire que pour un alcoolique, il vaut mieux pas commencer à boire pour éviter de plonger dans l'alcool. Pour une anorexique, il vaut mieux pas commencer à manger pour justement éviter de trop manger. Là, c'est un peu le cas, c'est que je me dis que j'ai pas envie de commencer non plus à manger tout et n'importe quoi tout le temps parce que j'aurais peur de retomber vraiment plus bas qu'avant et du coup recommencer à vouloir contrôler mon poids. Donc j'essaye quand même de me limiter un peu à la semaine sans forcément réfléchir trop au week-end. Mais je veux pas le cacher que je vais de temps en temps me plaindre de mon... Enfin, je sais même pas si on pourrait dire de temps en temps, mais je me plains quand même un peu de mon corps que j'ai encore du mal à accepter. J'ai un peu tendance à vouloir le rejeter et toujours à avoir cette image un peu de fille pas forcément parfaite et pas avec le corps dont elle rêve, pas assez mince ou pas assez musclée. Est-ce que je veux vraiment vivre comme ça toute ma vie sous le contrôle? Non. Donc le week-end, on essaye de se faire plaisir. La semaine, il y a le travail qui prend une grosse place. Donc, c'est un quotidien qui se remet en place chaque début de semaine. Et du coup, pour l'instant, c'est comme ça que je le gère. Mais je sais que je dois encore évoluer là-dessus. Vraiment plus penser à tout ça et juste penser en fait à mon bien-être à moi. Souvent, l'anorexie est associée à ce qu'on peut qualifier de crise de boulimie ou d'hyperphagie, si les crises ne sont pas suivies de comportements compensatoires. C'est une sorte de bascule entre un désir de contrôle extrême et une perte totale de ce contrôle. On pourrait faire un parallèle avec un élastique qu'on tend encore et qui finit par craquer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la manière dont s'opère cette bascule dans ton esprit lorsque une telle crise apparaît? Alors cette crise, moi souvent elle venait peut-être toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Forcément, il y a un moment où on va priver notre corps, mais aussi notre cerveau. Donc tout est ralenti, les gestes, la façon de réfléchir. On a aussi un sommeil très mauvais. Donc je ne sais pas comment ça se manifeste, mais il y a une volonté de lâcher prise avec je dirais un plaisir extrême qui se dégage. Et dans ce relâchement, et il passe forcément par la nourriture et engloutir tout ce qui se trouve. Mais c'est pas un plaisir de manger, c'est un plaisir de relâcher le contrôle parce que on va pas chercher à savoir ce qu'on a envie de manger, mais on va juste manger. Je vais dire un peu n'importe quoi, mais ça peut être des cornichons suivis d'une cuillère de Nutella. Ça n'a aucun sens, ça n'a même pas la tête d'un repas. Mais c'est juste d'évoquer un moment, un sentiment de relâchement de contrôle. La crise, elle se termine au moment où l'estomac est plein. Ça m'est déjà arrivé de manger sans force, sans le vouloir, mais de manger au point d'en vomir par la suite parce que je me suis pas rendu compte des quantités que j'ai avalées. Donc cette crise, elle se termine à ce moment-là. Et tout de suite après, se dégage un sentiment de culpabilité à cause du relâchement du contrôle. Parce qu'on a perdu le contrôle, on revient à culpabiliser et on retourne au cycle de contrôle extrême, c'est-à-dire à limiter les quantités qu'on absorbe. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on veut tout de suite oublier la crise qui vient de se produire et on fait tout pour l'éliminer et ça passe... Il y en a qui vont utiliser des médicaments pour se faire vomir. Moi, c'était le sport extrême ou alors tous les moyens étaient bons pour aller aux toilettes. Est-ce
Est-ce que tu peux nous parler de tes activités professionnelles et si les troubles ont un impact sur tes relations avec tes collègues? Bah, aujourd'hui, je suis dans une agence de design. Je suis graphiste dans cette agence. Et pour la première fois depuis que je travaille, j'ai l'impression d'avoir trouvé une place, une place importante avec des collègues avec qui je m'entends très bien et qui dépassent les cadres en fait du travail. J'ai l'impression vraiment d'être redevenue presque normale et que la période de trouble est assez derrière moi. Ce que je peux dire, c'est que quand je suis arrivée dans cette agence, c'était pas du tout le cas. Je suis arrivée il y a maintenant presque 2 ans. Et il y a 2 ans, j'étais encore renfermée sur moi-même et j'osais à peine manger devant mes collègues qui sont toujours les mêmes aujourd'hui. Il y a au cœur de ce que j'entends une volonté de destruction du corps qui se traduit souvent par un délitement des relations sociales, un isolement à proprement parler. Quand tu as pris ton poste dans cette agence, tu étais encore au cœur de cette spirale infernale et le traditionnel déjeuner d'équipe avec les collègues posait encore problème. Comment, concrètement, est-ce que tu as réussi à résoudre ce problème? C'était assez difficile au début. Déjà, je venais de sortir d'autres boulots où j'ai pas réussi à m'intégrer et par ma faute, hein, pas par les gens qui m'entouraient, mais à cause de moi et de mes comportements. Quand je suis arrivée dans cette boîte, en fait, déjà, j'attendais. Ça faisait quelques années que je voulais y entrer, et je me suis dit, il faut pas que tu donnes l'image que tu donnes habituellement, parce qu'en fait, j'en étais consciente que je donnais une image de filles réservées qui partagent rien et surtout qui ne rigolent jamais. Mais des fois, c'est beaucoup plus fort que ce qu'on le souhaite. Et au début, j'avais des tout petits Tupperware où j'essayais quand même de mettre un peu de riz, un peu de poulet pour paraître normal, mais j'avais cette peur incessante venant le moment du repas que mes collègues remarquent la quantité. Et c'est arrivé qu'on me regarde et qu'on me dise mais tu manges rien, tu manges toujours la même chose, tu manges toujours très sec, tu manges jamais dehors. Et là, il y a eu 2 choses qui se sont produites dans ma tête. Soit je les rejetais, soit je faisais en sorte d'être acceptée et de jouer en fait franc jeu. Du coup, j'ai commencé à leur parler. Je leur ai dit que ce que j'avais vécu depuis quelques années. Et en fait, ils m'ont écoutée et ils ont pas cherché plus loin, ils ont compris. Et en tout cas, j'avais plus ce genre de remarques et surtout, il y avait un côté un peu de bienveillance. Et là, je me suis dit, plus je me sentais en sécurité en fait avec eux, et plus c'est pareil, c'est revenu un peu à la normale, l'envie de vouloir partager quelque chose. Le moment où je me suis vraiment ancrée avec eux, c'était après le premier confinement, donc il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai pris conscience que j'avais pas profité d'eux comme je pouvais, c'est-à-dire commencer à boire des verres après le travail, faire des restaurants, ce genre de choses. Et le confinement m'a appris aussi que je pouvais reprendre du poids sans forcément que ce soit mauvais, sans forcément dépasser les limites, et me rendre compte aussi que je profitais pas assez de ce que j'avais envie de faire. Et donc à la rentrée de ce premier confinement, j'ai commencé à rester plus tard le soir, plutôt que d'aller au sport, à profiter d'eux, à commencer à vraiment bien les connaître. Et c'est là que ça s'est installé petit à petit. Le premier confinement de 2020 a été en quelque sorte assez bénéfique pour toi et puis plutôt assez salutaire, puisqu'il t'a permis de te rendre compte que tu avais besoin et que tu avais surtout envie de plus profiter de ce que la vie avait à offrir. Justement, tout est lié au contrôle. Pour moi, il a été bénéfique parce que je savais déjà ce que j'avais vécu auparavant. Je savais très bien, avec tout ce suivi psychologique, que c'était lié au contrôle et que je en connaissais les conséquences. Mais c'est vrai que ça a permis de se poser les bonnes questions,
Ça change les comportements. Plutôt que d'aller à la salle de sport, je me suis rendu compte que si j'y allais pas, c'était pas si grave. Mais parce que j'avais vécu ça avant. Moi, je suis complètement consciente et d'ailleurs, j'imagine que ça doit être difficile pour les personnes parce que c'est une perte de contrôle sur la vie et tout ce qui va nous rester à contrôler, c'est notre nourriture, notre appartement, notre environnement en fait proche. Et donc, développer des troubles alimentaires pendant la période de confinement, pour moi, c'est pas anodin. Tu as évoqué à plusieurs reprises la prise en charge psychologique dont tu as pu bénéficier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? J'ai une première expérience donc par rapport au médecin qui me suivait et dont on a parlé tout à l'heure, qui m'a envoyée vers un premier psychiatre. Mais tout de suite, j'ai eu un rapport où je me suis dit, j'ai pas envie d'être gavée de médicaments parce que un médecin me le dit et qu'il va croire que ça me calme. Donc je suis allée le voir, c'était un monsieur plutôt âgé. Déjà, je me suis pas sentie très en confiance. On s'est assis sur une chaise l'un en face de l'autre. Et tout ce qui en est ressorti de ce rendez-vous, c'est qu'il trouvait que j'étais juste une gamine qui manquait de confiance en soi et que le problème allait être réglé. Ça me fait rire parce que ça a été beaucoup pire après. Les phases les plus horribles ont été déclenchées en fait après. Pour moi, pardon du mot, mais pour moi, ça a été vraiment un con qui a pas voulu juste m'écouter, mais en même temps, j'avais pas envie de lui parler. Je me sentais pas assez en sécurité pour essayer de lui dire quoi que ce soit et il a en résulté que si c'était qu'un manque de confiance, c'était pas très grave. Donc je suis allée de plus en plus mal et en fait c'était dans une ancienne de mes agences, là où je bossais. Ça a commencé à se voir énormément sur moi et sur mon travail. En fait, les collègues que j'avais avant étaient aussi bienveillants et ils se sont demandé ce qui se passait dans ma vie et pourquoi je rigolais jamais. Et il y a un moment, je pouvais plus le cacher. Donc j'ai dû en parler à 2 personnes, mes responsables, et l'une d'elles en fait m'a parlé d'une psychologue spécialisée dans les troubles du comportement addictif. Donc je me suis dit, avec tout ce qui se passait à côté, avec ma sœur, les problèmes que j'ai eu au travail et dans ma famille, je me suis dit, ok, c'est peut-être, là on te tend une main, peut-être qu'il faudrait essayer de la saisir et voir où est-ce que ça t'amène, parce que là, il y a ta sœur jumelle qui est en crise de nerfs, t'es passé en dessous des 50 kilos, ça va pas. Donc j'y suis allée et là je me suis déjà retrouvée face à une femme, donc le rapport était différent et c'était une psychologue, donc elle n'avait pas le droit de prescrire de traitement. Donc déjà je me suis dit qu'elle serait déjà plus dans l'écoute et comment ça se passe. Je me souviens de la première fois où je suis allée la voir, elle m'a pas du tout parlé de troubles alimentaires et je me suis dit qu'est-ce que je débarque ici, je viens de voir pour des troubles anorexiques et tu le sais et toi, tu veux me parler de mon enfance. Donc, en fait, elle retrace avec toi tout le chemin que tu as pu parcourir en te demandant de poser des mots sur des situations. J'avais des questions elle me demandait, par exemple, le souvenir le plus heureux de mes 5-6 ans jusqu'à aujourd'hui, un par année. J'avais des exercices, me décrire physiquement ou essayer de voir quelle partie du corps j'aimais. Ça, c'est des exercices que j'avais du mal à faire. Et puis, en fait, on n'a pas parlé directement de la façon dont on s'alimente parce que, comme elle l'a expliqué, c'est pas... En fait, ce problème-là, il est lié à d'autres choses beaucoup plus profondes que l'alimentation en elle-même. Et du coup, en fait, tu retraces un peu toute ta vie, toutes les choses que tu as vécues et surtout, qu'est-ce qu'il en est sorti. Et c'était aussi, on a creusé cette partie-là du manque de confiance et de l'absence du père parce que, le premier homme qui était censé m'aimer, il était pas là. Il était parti. Et plus on discute avec elle, plus on la voit, enfin la psy, et plus on établit une relation de confiance au point où même ma sœur jumelle est allée la voir exceptionnellement parce que elle avait trop de choses en fait qui se sont reportées sur elle et qu'elle pouvait plus maîtriser. Et cette prise en charge en psychothérapie, elle a duré combien de temps ? 1 an, à raison de 2 à 3 fois par mois. Mais j'ai arrêté de la voir parce qu'elle l'a décidé. Elle pensait que j'étais
prête, enfin que j'allais mieux, et j'allais mieux jusqu'à, je me souviens plus exactement, mais il y a eu un moment, j'ai ressenti à nouveau le besoin d'aller la voir parce que j'avais l'impression en fait de retomber dans mes travers et de me laisser aller. Donc je suis allée la revoir quelques séances pour remettre les choses à plat. Et aujourd'hui, pour l'instant, je me pose parfois encore des questions, savoir si j'ai besoin de retourner la voir. Mais souvent, je me dis qu'aujourd'hui, j'ai envie de me tirer de tout ça par moi-même parce que je sais aussi ce qu'elle va me dire. Et même si parfois on a besoin de les entendre, j'aimerais faire le travail par moi-même. Est-ce que tu estimes qu'il est aisé d'avoir accès à une prise en charge adéquate lorsque l'on souffre de tels troubles? Il y a forcément une difficulté à être pris en charge parce que la personne que je suis allée voir est donc un psychologue. Du coup, c'est de m'ont remboursé par la sécurité et c'est quand même un budget à avoir pour sa propre santé mentale. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est pas forcément normal. J'aurais pu être remboursée si par grâce à mon médecin qui m'a fait une prescription pour un psychiatre. Mais c'est pas un psychiatre dont j'avais besoin, c'était plutôt quelqu'un qui savait aller chercher en profondeur sans forcément avoir besoin de traitement. En tout cas, c'était dans mon besoin. Et là, les problèmes se posent. Sur cette question précise de la santé mentale, est-ce que tu penses que notre société est suffisamment ouverte? N'y a-t-il pas encore un certain tabou autour de cette question, notamment en contraste avec la santé physique dont on parle finalement beaucoup plus facilement? C'est une évidence, tout simplement parce que rien que avant de le vivre, la représentation d'une anorexique, c'est pas quelqu'un qui a des formes, c'est pas quelqu'un qui va peser 50 kilos pour 1,50 m. Et notre société, elle est tournée vers le physique, elle est tournée vers les corps beaux, et pas un corps malade, on va le voir tout de suite. On sait pas, on s'intéresse beaucoup moins à ce qui peut se passer dans la tête, parce que si en apparence on montre qu'on va bien, on n'ira pas creuser plus loin. Et ça, pour le coup, même si je pense qu'il y a une évolution au niveau des tabous, c'est-à-dire que si j'estime moi pouvoir réussir à en avoir parlé à des gens en fait que je connaissais à peine, et je parle de mes collègues ou même de la personne que j'ai rencontrée. C'est qu'il y a quand même moins de tabous à ce sujet. Mais on est quand même beaucoup trop tourné vers le physique. Même dans cette crise sanitaire, on est tourné vers le sport et pas... bien sûr, il y a un côté bien-être, mais ça tourne toujours autour du physique pur et simple. Tu ne caches pas ta situation autour de toi, tu en parles à ton entourage. Est-ce que cela t'aide à bénéficier d'un soutien dans des périodes difficiles? Je dirais qu'à partir du moment où j'ai accepté d'en parler autour de moi, c'est qu'il y a une rupture aussi avec cette maladie. C'est que quand on l'accepte, déjà il y a un premier pas vers la guérison. Et bien sûr, aujourd'hui, en fait, si je me sens mal au niveau de la nourriture, je vais me sentir en confiance. S'ils voient que je vais pas manger... alors, ils vont pas forcément s'alarmer, mais c'est quelque chose aussi qu'ils vont pas critiquer parce qu'ils savent et que c'est encore un peu dur pour moi et j'ai pu à me justifier. Donc, quelque part, ça me fait du bien de savoir qu'ils sont là, qu'ils comprennent et ils ont pas besoin d'intervenir d'une manière générale pour souligner que c'est pas la meilleure façon de s'alimenter ou quoi que ce soit. Est-ce que tu penses que certaines situations pourraient te faire replonger dans le cercle vicieux de l'anorexie? Je l'ai déjà envisagé et quelque part, je me pose quand même beaucoup de questions. Qu'est-ce qui pourrait me faire retomber dedans? Je pense que c'est un choc émotionnel assez fort. Peut-être qu'aujourd'hui, je ferais tout pour pas retomber dedans et penser d'abord à mes proches avant de penser à tout ça. Peut-être que je serais capable de m'en rendre compte avant. Mais c'est quelque chose qui me trotte un peu de temps en temps, mais c'est pas quelque chose que j'y fais pas forcément attention. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui traversent des épreuves similaires à celles que tu as connues?
La première chose, c'est d'essayer de ne pas rester tout seul. Parce que, encore une fois, moi, je considère que là-dedans, on a envie de laisser personne rentrer dans notre bulle. Et c'est d'essayer, en fait, de parler à la bonne personne, de parler à quelqu'un en qui on a confiance et on aura toujours confiance. Je dirais qu'il ne faut pas se forcer à faire les choses. Qu'elle ne se force pas si ça devient difficile, par exemple, de manger, il ne faut pas se forcer, mais il faut essayer de se demander si la vie qu'on est en train de mener, si les choses qu'on est en train de faire subir à notre corps, on ne va pas le regretter dans les années qui vont suivre. Même si l'entourage peut représenter un véritable soutien dans les périodes difficiles, il est souvent assez compliqué de savoir comment réagir, de savoir comment en parler. Du coup, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux proches de personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire ? Les choses qu'on n'a pas envie d'entendre, en fait, c'est tout ce qui va toucher au corps ou à la nourriture. Dans cette maladie, on devient aussi parano, on a l'impression que les gens nous observent, nous regardent de travers, et c'est jamais pour dire des bonnes choses. Même s'il y a un côté de bienveillance, ça peut être tu manges pas beaucoup, ça va pas. Moi, je peux très mal l'interpréter, comme s'il me jugeait sur la façon de m'alimenter, et ça renforce en fait le trouble. Et même entendre t'as repris du poids, c'est bien. Moi, je l'entends comme ah oui, t'étais vraiment très maigre, c'est un peu mieux maintenant. Et je vais pas forcément bien l'interpréter non plus, donc c'est vraiment c'est marcher sur des braises avec quelqu'un qui a ce trouble-là, parce qu'en fait, quoi qu'on peut dire, la parano est trop forte pour qu'on puisse bien l'interpréter. Donc pour l'entourage, ça devient vraiment très difficile de supporter ça, et c'est pour ça que j'ai dû me faire aider, parce que les personnes les plus proches de moi, et même ma sœur, pouvaient avoir tous les maux du monde. Je me sortais pas de là. D'un point de vue plus personnel, est-ce que tu saurais te décrire en quelques mots ? Je suis une rêveuse. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup m'évader dans un monde un peu qui m'appartient. Je sais pas si je le suis, mais j'ai envie d'être une personne aussi drôle, parce que c'est quelque chose qui m'a manqué pendant des années. Et c'est pas quelque chose. Je dirais pas que je suis drôle aujourd'hui, mais c'est quelque chose que j'ai envie de récupérer dans les qualificatifs de gens qui pourraient me décrire. Parce que quand j'étais petite, j'étais un vrai clown pour tous les gens qui m'entouraient. Et ça, c'est une des choses que j'aimerais retrouver. Si on fait abstraction de la situation compliquée que nous vivons actuellement, comment est-ce que tu envisages l'avenir ? Quels sont tes projets de vie à moyen et à long terme ? Je sais pas où je serai dans 5 ans, mais je rêve à me retrouver, voyager, aller voir des pays que je connais pas. On a des envies avec mon compagnon de découvrir d'aller voir un peu partout dans le monde ce qui se passe au niveau des cultures. Essayer aussi de faire de la photographie. Enfin, vraiment, là, il y a une envie un peu de s'évader, et tout ce que j'ai envie de faire, c'est justement aller un peu voir ailleurs ce qui se passe. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose pour donner une note d'espoir à ceux qui sont en prise avec des troubles du comportement alimentaire ? En tout cas, j'espère que ceux qui pourront écouter prendront un peu conscience qu'il faut faire attention à eux. Merci. Merci, Mickaël. Vous venez d'écouter Les mots bleus, un podcast de Place des Sciences. La musique a été composée par Alex Rocher, les illustrations sont de Manon Combe.
Si vous souhaitez partager votre expérience avec nous, vous pouvez nous écrire à podcast@placedesciences.fr. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Encore une fois, si vous vous reconnaissez dans un témoignage ou ressentez un mal-être psychique et avez besoin d'en parler, n'hésitez pas à consulter un professionnel ou à vous rapprocher des associations de patients. Des ressources sont également disponibles sur notre site placedesciences.fr. Merci encore et à très bientôt.